Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, premier webinaire for One. Je suis Frédéric Bonneton, des associés fondateurs de MCR Group. 25 ans de négociations sociales, de négociations commerciales, 25 ans que nous travaillons sur la création de méthodes pour améliorer la performance. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter For One avec Christophe. Eh bien, bonjour, je suis Christophe Coppen. J'ai fait pendant 13 ans de la police judiciaire en groupe de répression du banditisme et groupe criminel. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les 11 années qui ont été passées au RAID, l'unité d'élite de la police nationale, comme négociateur en chef. Voilà. Je suis aujourd'hui en disponibilité administrative à la tête de 7 entreprises, dont 2 spécialisées dans l'accompagnement de dirigeants, family office, CODIR, COMEX, sur la sûreté, la gestion de crise, mais aussi et surtout le management, les techniques de négociation et, vous vous en doutez, l'influence. Et nous sommes très heureux en fait de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement du label d'excellence For One. Et puis un sujet également qui est intéressant. On attend, je crois, 2-3 minutes encore pour laisser le nombre important de gens qui ont manifesté leur intérêt pour ces échanges et cette ouverture sur la négociation à la française, et de manière à ce que tout le monde nous ait rejoint et puis que l'on puisse attaquer dans de bonnes conditions. Absolument. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Merci pour vos bonjours. C'est sympa de vous connecter. Je sais qu'il y a beaucoup de webinaires en ce moment et que la période est à la pression. Donc, avant d'entamer le sujet, les Français sont-ils vraiment de mauvais négociateurs? Sommes-nous vraiment de mauvais négociateurs? Je voudrais vous dire qu'en fait, on va vous faire un petit cadeau et on va vous lancer un petit questionnaire avec 2 livres à gagner. La négociation émotionnelle et Négociateur au RAID. Donc, 2 livres écrits par Christophe, évidemment, Négociateur au RAID, c'est pas moi celui-là, et puis Négociation émotionnelle. Et pour cela, vous allez avoir un sondage, vous allez pouvoir cliquer dans la rubrique sondage. La question est assez simple. C'est d'après vous, sur les qualités qu'on va vous présenter, quelle est la meilleure, la plus grande, la plus importante qualité pour un négociateur? Et bien sûr, on choisira parmi les meilleures réponses, on choisira au sort un gagnant. On vous dira à la fin de ce webinaire qui a gagné ces 2 livres. Maintenant, prenez le temps, on va laisser le sondage ouvert 4 minutes, 5 minutes. Beaucoup de compétences intéressantes et on vous laisse choisir d'après vous. Quelle est la compétence vraiment la plus importante pour un négociateur? Je ne dis pas un négociateur à la française, un négociateur en général. Alors, pourquoi ce thème? En fait, à l'origine de ce webinaire, il y a un autre webinaire que nous avons eu l'occasion d'hoster cette année, c'était au mois de mars d'ailleurs, en plein Covid. Et pendant ce webinaire, nous avons eu le plaisir d'avoir Stuart Diamond, qui est une sommité en matière de négociation. Il est prof de négo à Wharton, il a écrit un livre qui s'appelle Getting More, qui s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. Il a mené de nombreuses négociations internationales. Et en fait, au 3e slide de ce webinaire, Stuart Diamond nous montre ce qu'il appelle un graphique sur le taux de conflictualité par pays. Et en haut, les meilleurs pays du monde, les moins conflictuels, ceux où il y a le plus de confiance, on retrouve, sans surprise, le Danemark, la Norvège, enfin, les pays du nord de l'Europe. Et tout en bas, dans les plus mauvais pays du monde en termes de conflictualité, dans ceux où on se fait le moins confiance, on trouve l'Ouganda, la France et le Pakistan. Et en fait, il nous dit, vous savez, vous les Français, finalement, vous n'êtes pas des négociateurs, vous êtes des bagarreurs. Vous commencez les négos par le conflit. Et en fait, donc, vous n'êtes pas de bons négociateurs. Ce qui nous a amené à nous poser cette question, finalement, les Français sont-ils de bons négociateurs? Est-ce que c'est vrai que le conflit est au départ de chaque négociation? Et finalement, pourquoi on en est arrivé là, Christophe? L'histoire nous le confirme, hein. La diplomatie française a eu ses heures de gloire. On le sait, hein, quand la négociation a été perçue plutôt comme une question d'intelligence,
de bagou pour certains, hein, de rationalité, de talent oratoire. Alors, je vous renvoie sur un ouvrage qui a été prix Nobel de littérature en 58, c'était Saint-Germain ou la négociation. Alors, on le cite souvent, hein, bien sûr, mais c'est intéressant de voir en effet que c'était un peu les lettres de noblesse, quelque part, de la débrouillardise en matière de négociation. Mais bon, à l'époque, personne n'était formé. La diplomatie était axée sur l'illusion de toute puissance et sur le fait que le rapport de force était la seule voie de résolution des oppositions, qu'elles soient territoriales, idéologiques, politiques, religieuses, etc. On ne savait faire que comme ça. Eh bien, cela n'a entraîné, en fait, quand on regarde bien, que des catastrophes, des querelles, au final, de nombreux et nouveaux conflits. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la Seconde Guerre mondiale, ok, ou de la Première Guerre mondiale même d'ailleurs. Nous savons tous aujourd'hui que l'humiliation de l'Allemagne après le traité de Versailles en juin 1919 a été l'une des raisons de la montée au pouvoir des nazis. Et l'histoire récente est pleine de ces mauvaises négociations qui sont à l'origine de toutes les guerres que l'on connaît. La diplomatie française, il faut savoir quand même, n'est pas la seule à être outillée uniquement par empirisme, avec beaucoup de talent pendant de nombreuses années et sur de nombreux sujets. Mais en termes de négociation, les avocats, les médecins, les hauts fonctionnaires, pour ne citer qu'eux, n'ont pas plus accès à des cours de négociation pendant leur cursus de formation. J'ai été assez surpris de découvrir ça quand moi-même je me suis intéressé à la négociation et que j'ai monté le fameux Bac+5 que l'on ne trouve que dans les unités spéciales, puisqu'on a créé en fait un cursus universitaire extrêmement élitiste là-dessus. Et donc, eh bien, on avait été pioché de gauche et de droite, etc., ce qui avait potentiellement d'intéressant dans l'ensemble des sciences humaines. Et là, on a découvert qu'il y avait une multitude de métiers où normalement la négociation était au cœur même de la résolution des événements ou des relations et qui étaient totalement dépourvus de ça. Donc, beaucoup trop de gens pensent encore que le talent individuel est la clé de la persuasion et un gage de réussite. Oui, et en fait, quand vous regardez bien en France, ça va au-delà de ça. Nous sommes, on va être un peu provocateur, mais nous sommes formés à être de mauvais négociateurs. Pourquoi? C'est le syndrome, ça s'appelle de l'école du mérite. Imaginez, vous êtes à l'école, vous êtes petit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, travaille bien, parce que si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes, parce que tu le mérites. Et si tu as des bonnes notes parce que tu le mérites, tu vas passer dans la classe supérieure. Et si tu travailles bien dans la classe supérieure, tu iras dans un bon lycée parce que tu le mérites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu continues de bien travailler dans ce bon lycée, tu auras un bon bac parce que tu le mérites. Et si tu as un bon bac parce que tu le mérites, tu iras dans une bonne université ou mieux, j'évite à la française, dans une grande école. Et si tu fais une grande école, eh bien à la sortie, tu auras un bon job parce que tu le mérites. Mais en fait, ça s'arrête là. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le monde de l'entreprise, bah, vous n'obtenez plus ce que vous méritez. Rien n'est dû. Dans le monde de l'entreprise, vous obtenez ce que vous êtes capable de négocier. Et en fait, ça change tout. Or, cette culture de j'obtiens parce que je mérite, elle est extrêmement destructrice et elle est certainement une explication pour laquelle nous commençons les négociations par le conflit. Elle est sûrement, à notre sens, à l'origine de cette culture du conflit. D'ailleurs, quand vous discutez à certains niveaux, on avoue dans les salons que nos élites n'aiment pas négocier. Elles n'aiment pas négocier. On vous le dit, on a fait des études, c'est ce qu'il faut faire. On est dans une attitude de non-écoute. C'est pas la peine, je vous le dis, on ne va pas négocier sur ce sujet. Donc on fait semblant de négocier. Et d'ailleurs, le citoyen lambda, comme moi, dans le cas d'un État-providence, bah, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que là aussi, tout est dû, je le mérite, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, si on ne m'écoute pas, parce qu'on ne veut pas négocier en haut, alors que ça m'est dû, ça devient émotionnel. Et on se retrouve avec la menace de grève en début de conflit, les gilets jaunes, etc. Donc on a vraiment un sujet extrêmement sensible. Mais même à tous les niveaux, des situations extrêmement simples, on va sur du conflit très très vite. Je vous donne un exemple. Vous allez peu importe, vous allez dans n'importe quel pays du monde, en région ou ce que vous voulez, vous arrivez à l'hôtel, fatigué le soir après un long voyage, et là, on vous dit, ah, désolé, monsieur ou madame, il y a eu un problème informatique, toutes les chambres sont pleines, on ne peut plus vous loger.
vous vérifiez quand même, vous êtes sûr, vous redonnez votre nom, c'est confirmé, vous n'avez pas de chambre. À partir de ce moment-là, ben là aussi, la logique de ça m'est dû arrive. Et je ne comprends pas, j'ai réservé, j'ai payé en ligne. Tout d'un coup, l'employé de l'hôtel juste en face de vous devient un ennemi. Et vous êtes en train de lui expliquer que voilà, toute votre colère et vous êtes dans le conflit en fait. Vous perdez toutes les chances d'en faire un allié et de trouver une solution. Il y en a plein de solutions. Hein. Vous faire offrir une chambre d'hôtel dans l'hôtel à côté, vous faire offrir enfin peu importe. Mais vous perdez toute la possibilité d'avoir des solutions parce que ça m'est dû, parce que je le mérite, parce que c'est pas normal, parce que vous êtes en colère et parce que vous êtes habitué à commencer la relation par le conflit et pas par la négociation. C'est important ce que tu dis, Frédéric, parce que typiquement, dans ces moments où on a des émotions en fait qui nous perturbent réellement, on ne voit pas de solution possible autre que celle bien, de revendiquer un dû. Là, en l'occurrence, on peut se faire offrir un très bon repas à l'intérieur de cet hôtel, peut-être, au restaurant gastronomique peut-être de cet hôtel. Il y a peut-être la possibilité d'avoir un avoir. Et en fait, tout ce que l'on va faire de sympathique pour essayer de trouver un consensus avec ces gens qui sont très embêtés de nous avoir mis dans cette situation embarrassante, eh bien, on va s'en priver simplement parce que on a une mauvaise lecture en fait, de nos possibilités de négociation. Cette culture-là du win-lose autour de la négociation, cette croyance que si tu gagnes, je perds, est un principe d'action naturel, en fait, du cerveau humain. Les neuroscientifiques nous le disent, hein, notre cerveau n'aime pas perdre, mais les conséquences, elles, sont dramatiques. L'exemple le plus emblématique, peut-être, ces dernières années, dans le monde des affaires, est celui de la grande distribution. La grande distribution a utilisé tous les moyens de la négociation hard pour écraser ses fournisseurs durant de nombreuses années. Bon, alors, il faut reconnaître, pour leur trouver une excuse malgré tout, et comprendre le processus, il faut reconnaître que l'époque était euphorique, avec de fortes croissances économiques, etc., avec des marchés émergents et compagnie, de nouveaux produits, de nouvelles techniques de vente. Bon, très bien. Les stratégies de rapport de force se sont installées comme des méthodes durables, au point que l'on était souvent dans le registre du chantage et de l'ultimatum, plutôt que dans celui de la coopération et de la négociation durable. Or, aujourd'hui, tout ce modèle, tout cet ensemble de croyances en la toute-puissance des distributeurs, eh bien, il est balayé. Les circuits courts, la vente directe, etc., font des émules tous les jours. Et ce n'est que le début. Oui, mais cette culture, elle est tellement ancrée, si tu veux, qu'aujourd'hui, quand tu essayes de négocier différemment, en montrant que tu vas pouvoir gérer du stock, alléger le BFR de ces grandes surfaces, de ces grandes distributions, optimiser leur maquinaire avec des produits de valeur, etc. En fait, il n'y a pas d'entente. Les gens ne sont pas formés pour ça. Leur seul modèle, c'est le prix et je t'écrase. Et tant c'est bien d'ailleurs qu'en droite ligne de cette démarche-là se développent les plateformes d'enchères pour de nouveau faire de la pression sur le prix. Et en fait, tu parles de la grande distribution, donc Christophe, tu as raison, mais quand on regarde les négociations sociales, elles sont toujours théâtralisées, dans un monde agressif, dans une logique lutte des classes. Et je t'assure que quand tu assistes à des CE européens, notamment, aucun des partenaires sociaux européens ne comprend la posture française du conflit, du combat, de la grève comme menace ou comme préalable à la négociation. La perte en ligne, elle est colossale. Nulle part dans le monde on se fâche avant d'avoir commencé à négocier. Tu vois, et si tu veux, à ce manque de professionnalisme en termes de négociation, ça vient ajouter une erreur majeure. C'est cette posture guerrière, tu vois, tend à nous amener de manière assez naturelle à sous-estimer la contrepartie en face. Et ça, c'est une des 7 erreurs majeures en matière de négociation. C'est une des 7 erreurs, d'ailleurs, qu'on travaille dans le cursus de formation For One, dont on vous parlera tout à l'heure. Bien sûr, et ça explique pourquoi nous avons créé ce label d'expertise. Il fallait absolument sortir de nos préjugés, sortir de nos points aveugles, pallier aux grandes erreurs stratégiques ou cognitives. Aujourd'hui, vouloir gagner notre négociation sur des notes chiffrées, sur des paramètres mesurables, statistiques, comptables, sur des durées, etc., nous fait courir à notre perte. Nous sommes alors notre propre ennemi sans le savoir. Avant, quand on a débuté ensemble dans la négociation, on venait nous chercher en fait en tant qu'experts en négociation pour limiter les pertes et être les plus forts possibles dans la négociation. Je peux vous assurer, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on vient nous chercher pour être plus efficace dans la collaboration. Eh bien ça, c'est un véritable changement total
de stratégie. Et ça nécessite de changer donc d'état d'esprit, d'acquérir des compétences en négociation, entre autres sur les standards mondiaux, parce que on est dans un monde multiculturel et il faut en fait comprendre comment les autres vont négocier, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs croyances, quels sont leurs codes, etc. Et tout ça, ça s'acquiert. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tous nos savoir-faire complémentaires, issus d'années en fait de pratiques de négociation, dans ce label For One. Ouais, absolument. Mais franchement, Stuart Diamond, quand il dit qu'on est un peuple, un des peuples les plus défiants du monde, il n'a pas tort, quoi. Le monde, mais nous en particulier, on a complètement basculé dans cette défiance. On va faire juste vous poser quelques questions, mais si je vous dis par exemple, tiens, telle grande marque vient de sortir une nouvelle gamme de lasagne surgelée. À quoi pensez-vous? Tout de suite, instantanément. La viande de cheval. La viande de cheval. Je crois, hein. Bien sûr. Ce qui nous vient. Mon Dieu. Moi, je me suis amusé pour ce webinaire, j'ai tapé sur Google 11 septembre, terroriste attaque. Enfin, je vais taper un peu en anglais. Ouais. Résultat, en 0,67 secondes, 1 280 000 réponses. J'ai tapé la même chose en 11 septembre, conspiration. En 0,46 secondes, plus court, j'ai eu 2 240 000 réponses. Le double. C'est-à-dire que j'ai 2 fois plus de pages sur la théorie du complot que sur la théorie de l'attentat, si je veux faire ça. Donc, on est dans ce monde de défiance. Dans les années 90, la série la plus regardée au monde, c'était Urgence. Urgence, c'était ce médecin que vous connaissez, qui était joué par George Clooney, affable, sympathie, etc. Dans les années 2000, la série la plus regardée, c'était Dr House, avec un médecin psychopathe et dont la compétence n'était due qu'à une chose, c'est qu'il ne fait absolument pas confiance à ce que lui disent les gens et il va faire une enquête pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière le problème. Et puis, etc. Quand vous avez un homme politique qui lui dit « je fais de la lutte contre le blanchiment de ma priorité » et qui s'appelle Cahuzac, et vous apprenez, ça ne fait que confirmer que tout ça, voilà, pareil avec le Brexit et les 40 milliards, ça coûte en Bretagne par an. Le pire de tout, c'est que la notion de progrès qui a toujours été positive, aujourd'hui, devient de la peur et de la défiance. Si je vous dis médecine, progrès, vous allez me répondre Mediator, vous allez me répondre qu'est-ce qui se passe derrière les vaccins. Donc, plus que jamais, nous sommes un peuple sur la défensive, un peuple qui doute. Et ça, franchement, pour la négociation, ça n'aide pas, Christophe. Non, c'est sûr, cette question de retrouver, de restaurer la confiance est fondamentale. Ça sera un terrible enjeu pour 2021 parce que là, on a besoin véritablement de résultats immédiats là-dessus. Ça sera très, très compliqué, on le sait bien. C'est un effort également collectif. Une belle négociation durable, il faut savoir que c'est un état d'esprit collaboratif. Tous les professionnels le disent, 50% de la réussite d'une négociation provient de la qualité des interactions entre les négociateurs. Important ça parce que apprendre à créer de la confiance dans un climat de défiance est la première des choses à faire et ce n'est pas simple. Croyez-en, l'ancien commandant au raid que j'ai été, l'enjeu était énorme, il s'agissait de sauver des vies en imposant un nouveau rapport susceptible en fait d'aboutir à une résolution pacifique de la crise. Et c'est d'abord une question de changement d'état d'esprit. C'est s'intéresser aux forcenés et non pas à notre stratégie immédiate de résolution de la crise. En un, on cherche à créer une relation. En deux, on va commencer à influencer. Mais surtout, le climat actuel, plus notre culture française de lutte et de mérite, etc., de consensus versus de compromis, etc., ne fait qu'ajouter de l'urgence à changer les choses et de proposer pour le futur de développer une véritable culture de la négociation coopérative. Alors bien sûr, on est dans la généralisation sur l'ensemble des Français. Certains d'entre nous sont certainement d'excellents négociateurs, mais la plupart d'entre nous sont d'excellents négociateurs instinctifs. Mais l'instinct, Frédéric, ne suffit pas. J'ai le souvenir des négociateurs allemands, puisqu'on faisait le tour en fait de toutes les équipes de négociateurs d'unités d'élite. Et je me rappelle, ils étaient super bien équipés avec des structures qui étaient décentralisées partout, un équipement dernier cri, etc. Vraiment, les Allemands mettaient les moyens, voilà, pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir négocier.
Alors nous autres, Français, mais quand je dis Français, je mets également les Espagnols, les Italiens, les Méditerranéens là-dessus, on était toujours sur des capots de voiture avec un bloc-notes entre les mains, etc., et un bout de pizza sur le côté. Donc on voit bien en fait qu'il y a des négociateurs, il y a des états d'esprit en fait qui facilitent la négociation. C'est sûr que quand on met les moyens pour s'organiser correctement, pour se former correctement, pour pouvoir avoir du matériel spécifique, des gens, des équipes de négociateurs, forcément, on devient bien meilleur. En revanche, je peux vous assurer que nous étions, au niveau français, je parle particulièrement de nous autres, nous étions de redoutables négociateurs. Nous avons vite compris qu'il nous fallait nous équiper comme des professionnels, bien sûr, mais aujourd'hui, ce qui va compter, c'est avoir dans nos organisations des outils pertinents pour être efficaces dans les négociations. Des outils organisationnels, des outils matériels, et bien sûr, toutes ces choses-là vont faciliter la possibilité d'être de meilleurs professionnels. Donc, on a du talent en France, énormément. On a beaucoup d'intuition, beaucoup d'engagement, un bel état d'esprit, une belle vivacité. On a également des stocks verbaux qui permettent d'être assez, on va dire, riches dans l'évocation des émotions ou des situations. Mais en apprenant à se structurer, toutes nos qualités instinctives, eh bien, toutes nos intuitions, eh bien, elles vont être optimisées. Donc, on a intérêt à aller vers des situations et des solutions, en fait, qui nous permettent d'améliorer tout ça. L'organisation. C'est ce que tu as su amener au RAID, j'imagine. Et l'exemple des Allemands, intéressant. Moi, j'aime bien parler des Anglais pour une autre raison. Ils ont fait une étude que j'aime beaucoup sur le biais d'autocomplaisance, vous savez, en interrogeant les conducteurs. Et ils sont arrivés à la conclusion que 95% des conducteurs britanniques pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Alors c'est vrai que les professeurs d'université, 80% pensent qu'ils sont meilleurs que la moyenne. Bon, je vous rappelle que la moyenne est à 50%, donc les sortent de biais d'autocomplaisance. Mais derrière, si on veut faire notre propre autocritique en France, on a un biais qui est encore plus fort et assez intéressant. S'il y a un match de foot de l'équipe de France, eh bien en France, on a 65 millions de sélectionneurs. Quand il y a une épidémie, on a 65 millions d'épidémiologistes. Eh bien, en négociation, c'est pareil. On a un peu 65 millions de négociateurs professionnels. C'est une des matières, parce qu'on pratique finalement un peu tous les jours, où l'auto-expertise est quand même mise en avant d'une manière importante. Parce que je le fais un peu dans mon métier, parce que j'ai acheté ma maison, ma voiture, j'ai négocié une cafetière au puce, au souk de Marrakech. Mais moi, ce que je me dis, c'est cette auto-expertise. Tiens, Christophe, cette auto-expertise, elle suffit pour aller chercher un otage à l'étranger dans le cadre d'une demande de rançon ou de kidnapping? Non, certes non. Au RAID, nous sommes engagés après une multitude en fait de primos intervenants. Ce sont des gens qui souvent sont très bons, mais qui ont échoué en fait à convaincre la personne de poser son fusil et de libérer ses otages. Car ils étaient en fait certains qu'avec leur simple intelligence, leur rationalité, leur bonne tête pour certains, etc., ça suffirait. Eh bien non, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça en fait que l'on a mis en place ce fameux label, d'accord, For One, avec 3 et bientôt 4 dimensions, parce que nous devons changer notre culture de négociation. Ça passe aussi par développer de la compétence sur ce sujet. Alors les 4 dimensions, bah, c'est celle bien sûr de la formation, c'est très important de former les équipes. C'est ensuite le coaching pour les dirigeants et leurs équipes, parce que très souvent, on le voit d'ailleurs sur les négociations sociales que l'on accompagne aujourd'hui, il faut faire travailler les gens en amont, en fait, sur des exercices pratiques, de manière à ce qu'ils fassent un drill, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent véritablement à la difficulté. Et ensuite, ils partent donc sur leur négociation avec des outils supplémentaires bien plus efficaces. Troisième aspect, la négociation pour compte de tiers. On le fait avec un Dispute Resolution Center et bientôt des négociations de très haut niveau ou ultra confidentielles que l'on va structurer en fait sur une équipe qui sera à vocation internationale. Puisque tu as basculé sur For One, qui est derrière l'origine de ce webinaire, c'est le lancement officiel de For One. La partie formation, nous avons créé pour vous une méthode qui s'appelle Évidence, dans laquelle on reprend les fondamentaux de la négociation. Et derrière, il va y avoir différentes spécificités. La négociation sociale, gérer l'agressivité en négociation, la négociation sous tension, fusion-acquisition, la négociation en visio, qui est un sujet évidemment aujourd'hui d'actualité.
mais que dans les forces spéciales du RAID, on traite depuis des années, parce qu'on n'est jamais en face à face autour d'une table à négocier avec des preneurs d'otages. Un autre sujet extrêmement sensible, la renégociation. Aujourd'hui, avec les sorts chez tous nos clients qui sont soumis à des sujets de renégociation parce que leurs propres clients appellent en disant attends, c'est la crise, donc on va renégocier les prix, les volumes, etc. Tous nous disent ça commence par le conflit. Tous nous disent ça commence par un courrier ou un mail du fournisseur qui dit j'annule tous les contrats. Et eux qui répondent ah ben ok, ça fait tant de pénalités, ah bon, et on commence à discuter. Après le conflit, il y a des méthodes de renégociation, il va falloir les acquérir. Et ensuite, effectivement, après on a différents niveaux, on va vers des méthodes d'influence, toujours autour de la notion de posture collaborative. Le coaching, peut-être encore un mot, Christophe, parce que c'est un vrai sujet passionnant. Ouais, le coaching, on nous contacte de plus en plus pour aller dans ce sens-là, pour accompagner des équipes. Alors bien sûr, dans l'analyse, le diagnostic de la situation, parce que on peut avoir des très bonnes, on va dire, idées de comment résoudre des crises, mais encore faut-il appliquer une bonne résolution à une bonne problématique. Donc la question du diagnostic de départ est très importante, notamment l'évaluation du besoin. D'accord, on sait très bien que on réagit beaucoup en France sur les demandes qui nous sont faites, et on cherche toujours à argumenter sur ces demandes. Mais la plupart du temps, c'est le besoin qu'il faut regarder. La demande, elle peut être un paravent. Ensuite, on va aider sur le coaching, la stratégie de négociation, parce qu'on peut prendre plein de voies pour arriver. Et le but, c'est pas d'arriver à des compromis, c'est-à-dire à des situations où tout le monde est un petit peu déçu du résultat. C'est plutôt du consensus que l'on va chercher. Et donc, on est très fort à ce niveau-là. Le découpage des rounds, il faut savoir qu'une négociation, c'est une progression et ce n'est pas l'aboutissement d'un résultat. Le résultat tombe presque comme un fruit mûr, d'accord. La préparation et le débriefing de chaque round. Pourquoi? Parce que l'apprentissage est vraiment, vraiment fondamental. C'est dans la culture même des unités d'intervention. On a la nécessité que tout le monde apprenne de chacune des situations. Et c'est pas parce qu'on a réussi qu'on va s'arrêter là en se disant bah, c'est formidable, c'est chouette, on a été bon, etc. Non, au contraire, c'est le moment quand on a réussi de regarder quels sont réellement tous les points que l'on aurait pu encore traiter différemment. Pas forcément mieux, mais différemment. C'est-à-dire, c'est véritablement une mise en œuvre de l'intelligence collective. Et puis, c'est du coaching en live, hein, parce que ça nous arrive également d'accompagner sur des situations très, très difficiles les équipes de direction, ben voilà, en direct. Ouais. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. On va pouvoir y répondre, ouais. On va pouvoir y répondre. Le dernier point sur For One, on a un Dispute Resolution Center avec de la négociation pour compte, des bootcamps de préparation sur des négociations complexes pour accompagner vraiment des équipes sur la négociation multi-round, multi-interlocuteur à fort enjeu. Alors, pour conclure et avant d'aller sur vos questions, les Français sont-ils donc de mauvais négociateurs? En fait, si vous dites, bah, quand même, les Français, on a des négociations qui aboutissent. Et finalement, si arriver à un accord est la marque d'une négociation réussie, alors nous ne sommes pas pires que les autres. Bien sûr qu'on arrive à faire aboutir des négociations. Sachant qu'une bonne négociation, parfois, c'est une négociation qui n'aboutit pas. Je pense qu'on a un prisme avec la négociation de Harvard, Getting to Yes. On a l'impression qu'il faut avoir un yes pour avoir réussi une négo. Mais parfois, il y a un yes qu'il vaut mieux éviter parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais bon, en fait, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas si est-ce qu'on arrive à avoir un deal ou pas. Le sujet, c'est le coût de la négociation, le coût économique, le coût humain, le coût relationnel. Alors, si on regarde le coût de la négociation en France, si Howard Diamond nous disait que ça nous coûte 4 points de PIB, 4 points de PIB par an, alors oui, effectivement, on est de mauvais négociateurs. Parce qu'une bonne négociation, c'est censé créer de la valeur. Et comme le disait Christophe, on est un pays qui a des qualités, on est un pays de subtilité, on a une grande agilité intellectuelle. Donc, je te laisse le mot de la fin, Christophe, mais pour moi...
Ben, moi, moi, je pense qu'on a d'énormes atouts et on a su le prouver en fait toutes ces dernières années parce que la France est quand même un pays qui est reconnu également pour ses qualités de négociateur et c'est ça qui est surprenant parce que on n'a pas forcément cette image de l'extérieur alors que pourtant on est très efficace. Alors si demain vous arrivez à avoir en plus de ce talent bien français une méthode qui vous donne une boîte à outils complète qui est adaptée donc à notre profil culturel, eh bien, cher Stewart Diamond, plus personne ne pourra dire que nous sommes de mauvais négociateurs. Absolument. Alors, j'ai les résultats de qui a gagné les livres. C'est Laurent Litoff. Voilà, bah, Laurent, bravo. Vous avez gagné ces 2 livres. La bonne réponse étant, d'après nous, bien sûr, l'écoute. Alors, je vais dire un mot quand même, parce que beaucoup sont peut-être frustrés et en bon gaulois qui se respecte, dire mais non, mes idées sont bonnes, etc. Et forcément, la réponse que j'ai donnée est bien meilleure que ce que l'on me propose. L'écoute est super importante en matière de négociation. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une marque de sagesse et de respect. Donc, ça veut dire que quelque part, on se place dans une position qui est une position un petit peu supérieure à notre interlocuteur, mais sans qu'il s'en rende compte. Deuxièmement, on récupère plein d'informations utiles parce qu'on a pu avoir la meilleure stratégie possible. Eh bien, le problème, c'est que si on ne place que notre stratégie sans tenir compte en fait de ce qu'a l'autre dans la tête, ah ben il n'y a pas de problème, on sera super bon sur le papier avec nos notes. Mais la réalité, c'est qu'on ne sera peut-être pas forcément bien adapté à notre interlocuteur. Donc l'écoute permet de comprendre. L'écoute est une politesse également qui fait que l'autre, une fois qu'il a fini de parler, il nous laisse enfin la parole. Et tout ce que l'on avait à dire trouve un terrain favorable pour que l'on puisse le faire. Donc, l'écoute est en effet la qualité numéro 1 et je vous renvoie sur le logo des négociateurs du RAID. Je vous le mets ici. J'espère que si vous le voyez correctement. La devise, c'est l'écoute est notre arme. Voilà. Vous imaginez un petit peu à quel point on a mis en avant en fait cette discipline-là. C'est une qualité. C'est vraiment la qualité numéro 1 des négociateurs. Alors, on a une question de Nathalie qui nous dit, alors la question est un peu longue, est-ce qu'on parle de compétences du négociateur ou de différences culturelles? Par exemple, est-ce que venir d'une culture d'expertise comme les Allemands ou d'une culture élitiste généraliste comme les grandes écoles françaises, ça impacte? Est-ce qu'on a déjà essayé de négocier avec des Hollandais champions du consensus mais âpres négociateurs? C'est intéressant comme question. Il faut voir qu'on a grosso modo ceux qui expriment leurs émotions et ceux qui taisent leurs émotions. Et puis il y a ceux qui évitent la confrontation et puis il y a ceux qui acceptent la confrontation. Alors si on situe en fait nos amis hollandais, ils acceptent la confrontation mais ils n'expriment pas leurs émotions. À l'inverse, les Français, non seulement on exprime nos émotions mais en plus on accepte la confrontation. Les Japonais, par exemple, évitent la confrontation et n'expriment pas leurs émotions. L'Arabie Saoudite, l'Inde, etc., expriment leurs émotions, mais évitent la confrontation. Tout ça, on s'aperçoit en fait que c'est culturel. En effet, la dimension culturelle est très importante et si on veut être un bon négociateur à l'international, il faut comprendre également quelles sont les croyances et les ressorts comportementaux des gens que l'on a en face de nous. Regardez bien vos études, j'ai regardé les miennes. À aucun moment on travaille sur l'interculturalité. Et pourtant, c'est quand même aujourd'hui, dans une société multiculturelle, multiconfessionnelle, c'est vraiment quelque chose qui aurait du sens. Alors, on nous demande notre avis sur la négo du Brexit avec Michel Barnier, qui est leader, qui est français, qui est en tête de la négo. Ce sont pas forcément des négociations, réellement, puisqu'on voit bien qu'il y a des postures qui guident en fait des stratégies. Et à partir du moment où on négocie sur des postures et non pas sur des intérêts, là, à ce moment-là, on va dans le mur. On n'aura pas l'outrecuidance de donner des conseils à qui que ce soit, on va rester à notre niveau, etc. Les négociations, l'assistance aux négociations que l'on fait au niveau des dirigeants et des équipes. Mais nous regardons avec Frédéric, avec grand intérêt justement ce qu'il se passe, et notamment du côté de nos collègues britanniques, qui sont en bien mauvaise posture, justement à vouloir négocier sur des positions et non pas sur des intérêts. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette négociation, c'est qu'on voit qu'ils ont un point fort, c'est les eaux territoriales.
si jamais on applique brutalement le système, ben, nos pêcheurs ne peuvent plus, peuvent plus pêcher, quoi. Et donc, ils s'appuient là-dessus. C'est leur point fort pour avoir une sorte de levier sur l'ensemble des négociations. Pire encore, Frédéric, puisque en fait, ils n'empêchent pas d'aller pêcher. Ils veulent juste une restitution d'un montant colossal de prise de pêche. C'est inacceptable, en fait. Et donc, ça veut dire que l'on est vraiment dans une logique conflictuelle et une logique également électoraliste, on l'a compris. Mais je veux croire, les Britanniques sont des gens intelligents, qui ont toujours su très, très bien négocier également, hein, en évitant la confrontation normalement, habituellement, et en taisant leurs émotions. À nous, en fait, d'être suffisamment malins, justement, pour les amener avec un tout petit cran de retard à de meilleures dispositions. Alors Nathalie nous dit pourquoi l'écoute nous met en supériorité, est-ce que ça ne nous met pas à parité? Oui, ben, l'écoute, ça nous met surtout en capacité de comprendre l'autre et d'être dans une logique collaborative et de ne pas se concentrer sur ce qu'on veut nous, mais de voir comment ensemble on peut créer quelque chose. Je pense que c'est une idée clé, mais qui n'est pas si simple que ça en fait à mettre en œuvre. Oui, il faut bien voir une chose, c'est que si je n'écoute pas, l'autre n'écoutera pas non plus. Il cherchera systématiquement en fait à contrer. Alors, quand on dit l'écoute est l'arme numéro 1 des négociateurs, le bon négociateur, il note. Hein. Il note à côté tout ce qu'il a à réengager, tout ce qu'il veut dire, mais il attend le bon moment pour le faire. Et il y a toujours un bon moment pour placer les choses, pour placer ses propos, sa stratégie. Donc voilà, il faut être patient en matière de négociation aussi. Il y a un proverbe américain qui dit I don't care what you know if I don't know that you care. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'est égal de savoir ce que tu sais si je ne suis pas sûr que c'est important pour toi que tu fasses attention à moi. C'est moins joli, il faudrait que je trouve une manière de le formuler plus proverbe, mais bon, voilà, c'est un élément évidemment extrêmement important. C'est pour ça qu'on l'a mis en qualité numéro 1, mais il y en a bien d'autres. Alors, on a Anthony qui nous dit qu'il travaille avec les Néerlandais. Et il dit que les Néerlandais expriment leur point de vue avec conviction. Oui. Ils parlent avec leur cœur. Êtes-vous sûr que les Néerlandais n'expriment pas leurs sentiments? Les Nordiques, je travaille avec les Suédois, mais je suis surpris pour les... Alors, il dit oui pour les Nordiques, oui pour les Suédois, mais pas pour les Néerlandais. Alors, on a en fait, chez les Néerlandais, historiquement, une suprématie dans la négociation commerciale. C'est vraiment des profils donc de commerçants, de personnes qui ont optimisé les transactions maritimes, etc. Donc, ce sont des commerçants. Et comme tout commerçant, en fait, lorsqu'ils sont stratégiques, ils savent jouer certaines choses. Mais dans la réalité, c'est pas forcément les émotions sincères qui s'expriment. Alors que quand on a un espagnol, en italien, un français, la plupart du temps, eh bien, les émotions que l'on lit sont les émotions qui sont vécues. Donc, les Néerlandais sont très, très bons en négociation, mais ce sont de grands stratèges, avant tout. On a une question de Rodolphe qui nous dit par quels outils me conseillez-vous de démarrer pour progresser en négociation? Il a en tête des outils comme la communication non violente ou la PNL. Alors, comment dirais-je? Il faut peut-être resituer cette partie de négociation hein, qui est pas de la vente en réalité, ou en tout cas la vente peut-être englobe la négociation, mais c'est plus large. Et donc l'idée c'est pas tellement d'aller chercher des méthodes qui vont vous servir dans la vente de la valeur, mais c'est plutôt une fois que la valeur est vendue. Enfin, si je reprends l'exemple de la grande distribution, c'est assez clair. Hein. C'est que vous arrivez devant l'acheteur. Si vous commencez à lui dire, vous savez, mon produit, le meilleur, machin, il va vous dire, oui, non, mais c'est très bien, mais c'est pas la peine de me le vendre, vous ne seriez pas là si on n'en était pas convaincu. Moi, je suis juste là pour voir si on peut travailler ensemble. Et là, on rentre dans une logique de négociation. Et donc, en fait, la négociation, pour répondre, Rodolphe, à votre question, c'est 10%, c'est le sujet de la négociation qui est important. 40%, ce que disait Christophe, c'est le processus. Et là, c'est un métier de négociation, c'est un processus. Il faut savoir comment ça marche. Hein. Il y a des étapes, voilà. Et ensuite, il y a les interactions. Les interactions avec l'autre, on va aller chercher de l'émotionnel, etc. Et là, effectivement, la CNV, la PNL peuvent être utiles. Mais voilà, vous voyez, il faut mettre les choses en perspective.
Et voilà, c'est pour répondre à votre question. Je vais en plus rajouter quelque chose, Frédéric. Quand j'ai monté le cursus de négociateur, qui est un bac+5, hein, donc reconnu au répertoire national de certification professionnelle, un véritable métier donc dans la police nationale là-dessus, eh bien, on a été pioché dans l'ensemble des sciences humaines. Et donc, on a été voir la PNL, programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, etc. Toutes ces sciences, c'est pas des sciences, c'est des disciplines. Toutes ces disciplines, tous ces sujets qui, pour certains, sont intéressants parce qu'il y a des orientations en fait en matière de stratégie, en matière de lecture des comportements, en matière également d'interaction, qui permettent d'obtenir des résultats. Globalement, et c'est pour ça qu'on a créé en fait cette méthode évidence. On aura l'occasion de vous les présenter pour ceux que ça intéresse et donc sur un autre webinaire sur autre chose. Okay, mais on a essayé de prendre en fait tout ce qui marchait, toutes ces choses qui étaient chez les uns et chez les autres hyper efficaces et que l'on allait pouvoir donc soustraire d'un cursus général pour pouvoir en faire tout de suite un outil immédiatement opérationnel. Et c'est là, en fait, que notre savoir-faire est intéressant. Parce que c'est pas une énième technique de négociation que l'on vous propose. C'est pas une revisite de Harvard, etc., ou de je ne sais qui. Non, non. Là, c'est tout ce que l'on a comme outil pragmatique que l'on a mis dans l'escarcelle pour pouvoir être efficace rapidement et intelligemment et en influençant très vite. Voilà, en faisant de la négociation durable. On a une négociation de Maurice qui nous demande si la préparation est importante. Je pense que c'est pour nous faire plaisir qu'il nous pose la question. Ouais. Si vous échouez à préparer, préparez-vous à échouer. Hein, ça, c'est assez connu. Et ouais. Évidemment que la phase la plus importante d'une négociation, c'est la préparation. Et combien de fois on arrive en négociation non préparée? Enfin, je veux dire, c'est vraiment non préparé. Quoi, hein, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on l'a fait 10 fois, parce qu'on ne s'attendait pas, parce qu'on pense qu'on maîtrise le sujet, parce que. Et évidemment, c'est là où les pires négociations arrivent. Préparation est essentielle. Essentielle. On a également des équipes de direction qui préparent 3-4 jours avant. Donc en constituant des dossiers, en faisant des choses qui sont pas mal, en se répartissant les rôles, etc. Et puis le jour J, eh bien, ils sautent d'une réunion à une autre et ils attaquent une négo. Ils rentrent par exemple sur un conflit social ou une NAO ou je ne sais quoi d'autre. Et donc ils arrivent comme ça, sans être complètement dans le match. Mais la préparation, non seulement elle est fondamentale en amont, bien sûr, mais surtout, on a besoin d'être comme un sportif de haut niveau, de se mettre complètement dans ce fameux match pour pouvoir être efficace. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a dans le terme de préparation une multitude de points de passage obligés pour être efficace. Alors, il y a une question que j'aime beaucoup de Christophe Jost. Est-il possible de faire confiance à un très bon négociateur? Mais Christophe, absolument, parce qu'un très bon négociateur, il est collaborateur, il est collaboratif et il a compris un truc essentiel. C'est que si on travaille ensemble, tous les deux, on aura plus. On va agrandir la part de gâteau. Le mauvais négociateur, il est persuadé que si vous avez moins, lui, il aura plus. Et là, lui, il ne faut pas lui faire confiance, mais ce n'est pas un bon négociateur. Selon nos critères, bien sûr. Hein. Vous avez un petit pop-up, si vous voulez aller voir sur le site For One, sentez-vous libre d'y aller. Après la réunion, on va vous prendre encore 2 questions et après on va clôturer là-dessus. À moins que tu veuilles répondre, Christophe, sur le, sur le bon mauvais négociateur. Alors, c'est pas comme les chasseurs. Hein, ouais. Bon, juste un petit mot, parce que, bien sûr, bon nombre d'entre nous ont des vrais talents pour créer de la relation. Ils ont cette espèce de sympathie, d'empathie, la bonne tête, le charisme, etc. C'est des atouts, tout ça. C'est formidable. Mais rendez-vous compte que si vous mettez de la technique d'influence en plus de ces atouts, vous allez devenir redoutable. Et c'est ça qu'on va chercher dans les unités d'élite. C'est pas le fait qu'on soit bon, c'est qu'on soit excellent et incontournable. Ouais, alors Jean-Maurice dit quelles sont les clés d'une bonne préparation. Ça, Jean-Maurice, on n'a pas le temps de répondre là. Il y a beaucoup de sujets. C'est un sujet d'information qui peut être... le lieu, le timing, les rôles. Les rôles que tu vas donner, est-ce que tu es seul en équipe, l'endroit où ça va se passer, visio, pas visio. Combien de temps?
la liste des concessions, des besoins, des machins. Enfin, il y a plein d'éléments très opérationnels. La manière d'introduire les choses, la manière de conclure, les mots-clés, le fil rouge, etc. Tout ça, ce sont des moyens, en fait, d'éviter de se retrouver perturbé par l'efficacité adverse. On a au moins garanti, d'une certaine manière, un standard, un niveau en fait, d'assurance qui va nous permettre d'être confortables sur les négociations, même si elles sont difficiles. Voilà. Ben, écoutez, j'espère qu'on a. Alors, bien sûr, on aurait pu parler encore bien, bien des heures sur le thème des Français. Sur ce sujet-là. Voilà, nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on change notre culture d'une manière générale parce que ça nous coûte trop cher. Il faut qu'on développe une culture de la collaboration, de la négociation collaborative. Il y a des résultats qui sont absolument extraordinaires avec une approche qui est très opérationnelle. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la discussion ensemble sur LinkedIn, sur le site For One que vous pouvez aller voir. En tout cas, ça nous a fait très plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Et on vous remercie de vos questions, de vos interventions. Et voilà, on espère qu'on aura le plaisir de vous revoir bientôt. Merci Christophe. Merci à vous tous. Voilà, passez une bonne soirée et peut-être en physique la prochaine fois qu'on se verra, en espérant ça. Merci à Bye tous. Bye bye. Je ne sais pas, Grégory. Bientôt.